Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, à Neurodécouverte, nous discuterons d'une maladie peu fréquente en Occident, mais toujours très présente dans les pays en voie de développement. En effet, en 2002, 213 000 personnes à travers le monde ont succombé au tétanos. Nous vous expliquerons donc au cours de cet épisode les modes de transmission de la maladie, ses symptômes, ses affectations neurologiques ainsi que les traitements possibles. Nous vous parlerons aussi du rôle de l'ergothérapeute auprès de patients ayant été atteints du tétanos. Les modes de transmission. Le tétanos est causé par une bactérie que l'on nomme Clostridium tetani. Cette bactérie est anaérobique, ce qui signifie qu'elle se développe sans oxygène. On la retrouve dans les eaux usées, la poussière, la rouille et les matières fécales humaines et animales. Ainsi, il est possible d'entrer en contact avec la bactérie de plusieurs façons. Lors d'avortements et de circoncisions dans des environnements peu salubres, lors d'accouchements dans de mauvaises conditions d'hygiène, lors d'un tatouage, lors d'injections de drogue, lors d'une morsure animale ou lors d'une piqûre d'insectes. Certaines lésions comme des coupures ou des éraflures peuvent aussi permettre la contamination. On peut affirmer que les plaies constituent la principale voie de contamination. Mentionnons aussi que la période d'incubation de la maladie est en moyenne de 8 jours, mais peut aller de quelques jours à quelques mois. Cela signifie qu'il y a une période de quelques jours avant l'apparition des premiers symptômes. Les symptômes. Le tétanos se caractérise par de la rigidité et des spasmes musculaires. D'une manière plus spécifique, on parle de trismus et d'opisthotonos. Le trismus se définit comme étant une contraction tonique des muscles masticateurs qui rend l'ouverture de la bouche et la mastication difficile. L'opisthotonos est une contraction involontaire des muscles postérieurs du cou et du rachis. Donc, les patients atteints du tétanos souffrent souvent de dysphagie, qui est une difficulté à avaler, de difficultés respiratoires, de contractions musculaires fréquentes et involontaires et de douleurs dues aux spasmes musculaires. Les 4 formes de tétanos. Il y a 4 formes de tétanos: le tétanos néonatal, le tétanos local, le tétanos céphalique et la forme généralisée. La forme néonatale survient chez les poupons de 28 jours et moins et est plus fréquente dans les pays en voie de développement. La bactérie peut être transmise à l'enfant par le biais de la coupure du cordon ombilical ou par une circoncision non stérile. Il est aussi important de mentionner qu'une mère immunisée contre le tétanos transmet cette immunité au fœtus lors de la grossesse. La forme locale est caractérisée par des spasmes musculaires localisés dans la région de la blessure. En effet, seuls les nerfs du muscle touché sont atteints. La forme céphalique est plus rare. Seuls 1 à 3 des cas diagnostiqués sont de la forme céphalique. Celle-ci survient suite à des blessures au niveau de la tête et affecte plusieurs nerfs crâniens. Elle est souvent caractérisée par une paralysie faciale et peut mener à la forme généralisée. Finalement, la forme généralisée est la plus commune de toutes. En effet, si les toxines, dont nous discuterons plus tard, circulent dans le sang, elles peuvent atteindre les terminaisons nerveuses à travers tout le corps. Communication synaptique. Une synapse est la zone de communication entre les neurones et comprend un élément présynaptique, un élément postsynaptique et une fente synaptique. Dans l'élément présynaptique, aussi appelé bouton terminal, on retrouve des vésicules synaptiques qui contiennent des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont des composés chimiques qui peuvent avoir un effet inhibiteur ou excitateur sur les neurones. Ceux-ci se lient à des récepteurs situés sur l'élément postsynaptique afin d'agir. Ils peuvent avoir une action directe, soit ionotropique, ou une action indirecte, dite métabotropique. Une action ionotropique est caractérisée par l'ouverture d'un canal ionique au niveau de l'élément postsynaptique. Une action métabotropique est caractérisée par une succession de réactions provoquées par une enzyme. Nous nous intéresserons plus particulièrement à l'action ionotropique des neurotransmetteurs afin d'expliquer les conséquences neurologiques du tétanos. Lors de la communication entre les neurones, les vésicules synaptiques contenant les neurotransmetteurs fusionnent avec la membrane de l'élément présynaptique. Par la suite, les neurotransmetteurs sont libérés par la fente synaptique. Ainsi, ils rejoignent les récepteurs situés sur l'élément postsynaptique. Ces récepteurs, dans le cas d'une action ionotonique, sont des canaux ioniques. Donc, le neurotransmetteur se lie au canal ionique qui s'ouvre alors pour laisser entrer des ions. Ces ions peuvent avoir un effet excitateur ou inhibiteur sur les neurones. Pour le tétanos.
Appliquons maintenant cette théorie au tétanos. Il est important de comprendre que la bactérie Clostridium tetani produit deux toxines que l'on appelle la tétanospasmine et la tétanolysine. La tétanospasmine serait la cause principale des manifestations cliniques de la maladie, alors que la tétanolysine entraînerait des dommages au niveau des tissus et jouerait un rôle de soutien à la tétanospasmine. Pour agir, la tétanospasmine empêche les vésicules synaptiques de fusionner avec la membrane présynaptique. Ainsi, les neurotransmetteurs GABA et glycine ne peuvent pas être libérés, ce qui inhibe leur action. Le GABA et la glycine activent l'ouverture de canaux ioniques qui laissent entrer le chlore. Ce chlore entraîne l'hyperpolarisation de la membrane postsynaptique, ce qui diminue l'excitabilité du neurone. Dans le cas du tétanos, les toxines empêchent la libération du GABA et de la glycine, ce qui limite l'entrée de chlore dans l'élément postsynaptique. Ainsi, rien n'inhibe l'activité des neurones, ce qui explique les spasmes musculaires incontrôlables et la rigidité musculaire causée par le tétanos. Traitement et vaccination. Vous avez probablement le souvenir de vous être fait vacciner contre le tétanos. En effet, le vaccin est très répandu et accessible. L'Agence de la santé publique du Canada recommande de recevoir le vaccin à l'âge de 2, 4, 6 et 18 mois, puis de recevoir une dose de rappel entre 4 et 6 ans, puis une autre entre 14 et 16 ans. Finalement, à l'âge adulte, il est recommandé de recevoir une dose de rappel tous les 10 ans. Si une personne n'ayant pas été immunisée contracte le tétanos, des soins ainsi qu'un traitement lui seront administrés. Le traitement du tétanos consiste à administrer au patient de l'immunoglobine antitétanique. Il s'agit d'une préparation d'anticorps humains qui se fixe sur la toxine tétanique afin d'inhiber son action. Des antibiotiques sont aussi administrés aux malades afin d'éliminer la bactérie Clostridium tetani de son système. En ergothérapie. Plusieurs professionnels de la santé peuvent venir en aide aux personnes atteintes du tétanos. Cette semaine, nous vous présenterons celui d'ergothérapeute. Comme le tétanos est mortel en absence de traitement, le rôle de l'ergothérapeute s'effectue auprès des patients ayant guéri suite à un traitement. En effet, les spasmes musculaires intenses peuvent entraîner des fractures, des luxations, des étirements de ligaments et de tendons et d'autres conséquences. Ainsi, l'ergothérapeute travaillera de concert avec son client pour adapter ses occupations ainsi que son environnement si nécessaire en fonction des limitations du client. La semaine prochaine, nous vous parlerons de la sclérose en plaques. Merci à tous et bonne semaine.